On se retrouve pour analyser l'action préférée de Warren Buffett, à la fois la qualité mais également la valeur intrinsèque de Coca-Cola, qui pour moi n'est pas du tout la meilleure entreprise à acheter à l'heure actuelle. On se retrouve directement sur mon écran. Du coup, on va directement commencer par les points importants de Coca-Cola. Comme tu le sais, c'est une marque qui est vendue à travers le monde, principalement aux États-Unis avec 36%, suivi de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 16%, de l'Amérique latine, de l'Asie-Pacifique, etc. Je sais pas exactement ce qu'ils entendent par mondial, peut-être le reste des autres pays qu'ils n'ont pas cités. Évidemment, au niveau des produits qu'ils vendent, tu t'en doutes, c'est principalement tout ce qui va être dans la consommation de soda, donc le fameux Coca-Cola que tu connais, toutes ces variantes, mais aussi d'autres enseignes qui appartiennent à Coca-Cola. Là, je n'ai pas trop compris ce qu'ils entendaient par se concentrer et produits finis, avoir peut-être une erreur de traduction. On va directement passer à Coca-Cola à l'heure actuelle. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, en fait, c'est extrêmement simple. Le ratio cours-bénéfice, il est de 24,36, donc on paye évidemment un premium sur Coca-Cola par rapport à ses bénéfices et le prix de son cours à l'heure actuelle. Sur 52 semaines de range en fait de son prix, eh bien on est à peu près au milieu, plutôt vers la phase montante. On voit quand même malgré tout qu'à long terme c'est une action qui monte, on ne peut pas dire le contraire, et surtout qu'un investisseur qui laisse le temps, eh bien ça reste très intéressant. Maintenant au niveau de son dividende, c'est tout aussi intéressant et ça suit également la tendance du cours. C'est un dividende qui ne cesse d'augmenter d'année en année. En 2003 il était seulement de 44 centimes, quand en 2024 il sera d'1,84€ environ, et on n'a pas calculé l'augmentation qu'allait faire Coca-Cola. C'est un beau rendement également pour une stratégie en dividende avec un total de 3,07%, ce qui veut dire que pour 1000 € investis, on obtient 30,70 €. Maintenant, au niveau du retour sur un an, Coca-Cola nous fait plus 3%, ce qui est largement inférieur au SP500, au Nasdaq 100, mais aussi à son secteur, même si sur son secteur, c'est 1% de différence qui est négligeable. Et sur 5 ans, on est à 47%, qui n'est pas vraiment moche, on va dire, comme performance, mais qui sous-performe largement le SP500, encore plus le Nasdaq 100, mais également son secteur, encore une fois. On va directement passer aux 6 indicateurs pour voir la qualité de l'entreprise. Le premier, le free cash flow, qui est largement dans le positif, avec plus de 14,5% d'augmentation par an sur les 5 dernières années, qui est largement au-dessus des plus 8% que je vise de mon côté. Comme tu peux le voir, l'entreprise a réussi à vraiment les augmenter depuis ces dernières années. Ensuite, le chiffre d'affaires, c'est un peu le point rouge de Coca-Cola, même si ce n'est pas un très gros red flag entre guillemets. Il augmente de 6% par an quand je veux qu'il augmente de plus de 10% par an. Pourquoi je dis que ce n'est pas un très gros red flag? Parce qu'en fait, évidemment, entre 2019 et 2020, on a connu une grosse chute, mais depuis 2020, eh bien, il est en constante hausse, en espérant que les prochaines années puissent continuer dans ce sens, et ce qui pourrait peut-être même ramener ce chiffre d'affaires à plus de 10% par an d'augmentation en 5 ans. On va maintenant passer au free cash flow sur payout ratio, qui est aussi là un point noir de Coca-Cola. En fait, c'est simplement pour mesurer la capacité de l'entreprise à maintenir son dividende et à l'augmenter dans le temps. On voit que le free cash flow sur payout ratio est quand même très élevé chez Coca-Cola par rapport à mon maximum, c'est-à-dire que je ne veux pas que ça dépasse les 70%. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça laisse très peu de marge à l'entreprise pour réinvestir dans celle-ci et dans les innovations. Évidemment, c'est Coca-Cola, c'est quand même une belle entreprise à dividendes qui est implantée dans le secteur depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire plus d'un siècle maintenant. Donc, on se doute qu'ils savent ce qu'ils font, mais ça n'empêche pas que c'est un quand même free cash flow sur payout ratio assez élevé. Surtout qu'on a connu des années à même plus de 100%, ce qui est pas bien du tout dans ces cas-là. Au niveau maintenant du free cash flow par action, eh bien là, on est encore une fois comme son free cash flow classique, très bien, avec 14,6% par an d'augmentation. Je ne vais pas vraiment revenir dessus, sachant que c'est un petit peu la même tendance que le free cash flow classique. Et maintenant, on va voir la dette sur EBITDA pour savoir théoriquement combien d'années il faudrait à l'entreprise pour rembourser en fait cette dernière. On voit qu'il faudrait 2,14 ans, donc évidemment, ça reste en dessous de mes 3 ans que j'accepte, mais on voit qu'en 2018, ça a quand même dépassé cette limite-là, et en 2019-2020, on était quand même au-dessus des 2,5 ans, donc à surveiller dans le temps, même si la tendance est largement baissière avec le temps, ce qui est un très bon signe pour l'investisseur. Et enfin, l'Austere Standing, donc c'est simplement la croissance du nombre d'actions dans le temps. On voit qu'entre 2014 et 2017, c'est extrêmement intéressant pour l'investisseur qui voyait les nombres d'actions en circulation diminuer, c'est-à-dire que l'entreprise rachetait ses parts. Par contre, depuis 2017, on voit une tendance qui s'est totalement renversée avec une augmentation de la croissance du nombre d'actions en circulation, ce qui est très mauvais pour un investisseur puisqu'il voit ses parts diluer dans ces cas-là, puisqu'il y a plus d'actions de l'entreprise qui sont émises sur le marché, évidemment. Et donc, on a une croissance actuelle sur les 5 dernières années de 0,12% par an, quand je veux que celle-ci soit de 0% maximum. Attention, on voit qu'entre 2022 et 2023, la tendance s'est inversée, on est reparti à la baisse, à voir si ça va continuer dans les prochaines années ou si ce n'était qu'une anomalie et que l'augmentation continue, ce qui pourrait poser problème à l'entreprise. Donc en résumé, la qualité de l'action, en fait, on voit qu'on a 3 dans le vert, 3 dans le rouge, je suis assez mitigé là-dessus, un très bon free cash flow, également du coup un free cash flow par action comme son free cash flow classique et une dette sur EBITDA très correcte, mais une croissance annuelle du chiffre d'affaires assez faible, même si cette dernière depuis 2020 reprend
comprend bien. Un free cash flow sur payout ratio qui est en baisse certes, mais quand même beaucoup trop élevé selon moi, à voir également parce qu'une entreprise qui sait quand même gérer son dividende un minimum, et aussi une croissance du nombre d'actions en circulation qui est quand même assez élevé je trouve, surtout la tendance qu'on a vue depuis 2017. Il faudra attendre les prochaines années pour être sûr que cette tendance s'est arrêtée évidemment. Mais maintenant on va directement analyser la valeur intrinsèque de l'entreprise et voir à quel prix est-ce qu'on serait prêt à l'acheter. De mon côté, tu peux retrouver ce tableau là que j'utilise pour calculer n'importe quelle action, sa valeur intrinsèque directement en description, le tout gratuitement. Du coup on va commencer avec la Graham Intrinsic Value revisitée et la classique. Donc évidemment on a pris une croissance annuelle projetée de 6 pour l'entreprise Coca-Cola avec un earning per share de 2,48 $ par action, donc ce qui va nous donner pour la revisiter un total de 30,84 $, quand le prix actuel est de 59,37 centimes. Et enfin, pour la valeur classique, on va avoir un total de 48,63 $, ce qui nous donnerait une moyenne des deux de 39 $, donc largement en dessous de la valeur actuelle de l'action. On va maintenant se baser sur le discounted free cash flow, donc on voit qu'on a une croissance moyenne depuis 2010 de 5% par an. J'ai fait une croissance estimée de 5% également, je pense que c'est totalement maintenable. Comme tu l'as vu lors des 5 dernières années, on était plutôt autour même des 14%. Donc selon moi, 5% est quand même assez facile à tenir pour l'entreprise. En prenant le cash, la totale des dettes, mais également le total des actions, on obtient un prix par action qui sera de 43,20 $, donc encore une fois, largement en dessous du prix actuel. Maintenant, en se basant sur ces dividendes depuis 2018, on voit qu'on a une croissance moyenne de 3% qui est quand même relativement faible par an. Donc ça couvre à peine l'inflation malheureusement, ce qui n'est pas forcément intéressant pour une personne qui chercherait des grosses dividendes. Ici, on a un WACC, donc un Weighted Average Cost of Capital de 7% et j'ai estimé la croissance du dividende de 3%. Je me suis pas emballé non plus, sachant que le free cash flow sur payout ratio est quand même assez élevé, qui laisse peu de marge à l'entreprise d'augmenter son dividende de manière exponentielle dans le temps. Donc ça reste quelque chose de tout à fait réaliste qui nous donnerait une valeur de 41,20 $. Et enfin du coup pour la dernière valeur, on utilise le multiple de ses concurrents, notamment de Pepsi, Procter & Gamble, de Walmart et de Philip Morris. Donc ça va nous donner un PER médian de 26,72 multiplié par son earning per share, donc son bénéfice par action de 2,48 $, ça nous donnerait un prix total de 66,27 $, qui est la seule métrique qui serait plus élevée que sa valeur actuelle. Donc tout ça va nous donner une moyenne exacte de 47,60 $, pour un prix actuel de 59,37 $, soit une marge de moins 19%. Et donc malheureusement, ça nous donnerait un prix d'achat à 47,60 $. Et si tu veux rajouter une marge de sécurité, chose que je te conseillerais quand même vu l'état de l'analyse qualité de l'entreprise, ça serait 42,84 $. Et enfin, si tu veux vraiment aller plus loin et mettre 20% de sécurité, ça nous donnerait un total de 38,08 $. Donc pour moi, Coca-Cola est encore un peu trop cher à l'heure actuelle. Elle bénéficie également de son premium. On sait que c'est une entreprise qui est extrêmement vieille et très sérieuse sur son dividende. Il y a évidemment beaucoup de points positifs aussi à l'heure actuelle. Mais est-ce que c'est la meilleure opportunité du moment? Je ne pense pas malheureusement. D'ailleurs, si toi tu veux voir l'analyse de son concurrent direct Pepsi, eh bien je te la mets juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.